Qu'est-ce que je dois faire comme cours déjà? Ah oui. Le paradoxe de Russell, l'ensemble de tous les ensembles est un paradoxe. Alors ça, vous trouvez ça dans toutes les bonnes bibliothèques de mathématiques. Russell, bon, dans les années 1900, tout ça, il a un célèbre logicien, a pondu le paradoxe que si l'ensemble de tous les ensembles existe, alors c'est absurde, et si l'ensemble de tous les ensembles n'existe pas, alors c'est absurde. Un joli indécidable paradoxe, bon voilà, classique dans tous les bons standards de maths. Bon. Mais maintenant que j'ai la réponse à ce paradoxe, dit en quelques mots, il a essayé de faire une statue figée d'un objet, enfin de quelque chose qui évolue tout le temps. Et lui, il a voulu faire une statue figée éternellement. Paradoxe. Donc la bonne notion, c'est la notion d'ensemble-temps. Bon, donc c'est un ensemble, pareil, mais il varie dans le temps. Et la définition de ET, qu'on voit dans mon petit bloc-notes. Ah oui, c'était rigolo. Donc un E gothique et avec un T, ET. Par définition, bon, on le note comme ça, enfin moi je le note comme ça. Donc par définition, ça c'est ET, bon bah c'est l'ensemble-temps de tous les ensembles-temps. À un instant donné du temps, bien évidemment. Bon, c'est grand ET, bon il varie tout le temps, en fonction du temps, mais c'est une entité qu'on appelle l'ensemble-temps de tous les ensembles-temps. Bon, très bien. Et puis voilà, et puis bon, on postule son existence, bon ok. Mais maintenant, imaginons qu'on se place à un temps T0. Bon, il existe, ok, l'ensemble grand ET, bon, ET. L'ensemble-temps de tous les ensembles-temps existe, bon ok, très bien. Mais immédiatement, epsilon chouïa plus tard, forcément, t'as l'opérateur ensemble des parties qui arrive illico presto, tel un Zorro. Et il lui dit, toi mon petit, je vais te pouiller, ou je sais pas quoi. Je vais m'appliquer à toi. Donc théorème de Cantor, quand t'as un ensemble fini, P2... si tu as un ensemble fini à n éléments, P2 à 2 puissance n éléments, et si tu as un ensemble E infini, P2, et aussi infini bien sûr, mais d'un cardinal F, 1 de plus. Faut se taper la théorie de Cantor aussi. Et donc, inévitablement, P2, coucou, me voilà, l'opérateur P arrive, et P2, E de T, pardon, et E de T, P de E de T, boum, ça devient un nouveau E de T d'une infinie, d'une classe 1 supérieure, en Aleph. Et puis, ça boucle, récurrence. Donc, l'ensemble E de T, il grossit tout le temps. Il passe un palier, hop, et opérateur ensemble des parties arrive, il repasse un palier, hop, opérateur ensemble des parties arrive, il repasse un palier. Sans cesse. Donc c'est pour ça que E de T, c'est un genre de circuit circulaire, et puis coucou, l'opérateur ensemble des parties arrive, et donc forcément, P de E de T, l'opérateur ensemble des parties qui s'applique à ET,
bah, c'est égal à toujours ET. C'est toujours l'ensemble-temps de tous les ensembles-temps, mais il a monté d'un infini supérieur. Bon. Et toujours égal à lui-même, mais en progression de classe d'Aleph, un de plus à chaque fois. Ça, c'est vraiment pas simple à comprendre. L'opérateur ensemble des parties, bon, quand c'est un ensemble fini, bon, on le construit de façon canonique, assez facilement. Mais quand l'ensemble est infini, waouh! Il faut déjà, est-ce qu'on accepte ou pas l'axiome du choix? Lequel d'axiome du choix? Le dénombrable, le non dénombrable? Donc il y a plein de problèmes très compliqués dans les ensembles infinis, et si en plus on applique l'opérateur ensemble des parties, on monte d'une classe d'infini à chaque fois. Je rappelle pour les néophytes que la définition basique d'un ensemble infini, c'est un ensemble qui n'est pas fini. Ça c'est vraiment la définition à la con. Mais la définition mathématique, plus subtile, c'est un ensemble est infini s'il peut être mis en bijection avec une sous-partie stricte de lui-même. Par exemple, les entiers naturels, ensemble infini, peut être mis en bijection avec les entiers pairs. C'est-à-dire à gauche on a 0, 1, 2, 3, 4, etc. Et à droite on a 0, 2, 4, 6, 8, etc. Basiquement, moi, la première fois que j'ai vu ça, je me dis, il est con, lui, il y en a 2 fois moins. Ça peut jamais être en bijection. Quel con. Eh ben non. Et en plus, c'est tout con, hein, la bijection. C'est x2. C'est-à-dire à 0 x 2, 0. 1 x 2, 2. 2 x 2, 4. Donc tu passes des entiers aux entiers pairs par la simple multiplication par 2. Et la réciproque, tu divises par 2. Donc si tu prends 8, ça fait 4. Donc bijection entre les entiers naturels et les entiers pairs. Pourtant tu as l'impression que l'un c'est une sous-partie stricte de l'autre et totalement inclus. Et à la louche il y en a la moitié, mais non, il y en a autant. Bon. Donc se taper la notion d'infini aussi, pas facile. Il faut se taper toute la théorie de Cantor. Et puis méfiez-vous, parce que Cantor, à force de traficoter avec l'infini, il a fait plusieurs séjours en hôpital psychiatrique. Ouais, pas simple à comprendre tout ça. Donc, l'ensemble-temps de tous les ensembles-temps existe et est en perpétuelle évolution. C'est comme ça. Pas facile à comprendre, en tout cas ça résout clairement le paradoxe de Russell, c'est que il a essayé de faire une statue éternelle d'un objet mouvant. Paradoxe à tous les coups, c'est pas possible. Donc bon, voilà quoi. Allez, bon courage pour comprendre.